Merci Bouba et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir Fodé Sylla, ancien président de SOS Racisme, ambassadeur itinérant, ancien député au Parlement européen. C'est d'ailleurs le seul député issu de l'immigration africaine qui a siégé au Parlement européen. Bonsoir Fodé Sylla. Bonsoir. Nous allons parler de questions nationales, mais également de questions internationales. D'abord, la politique sénégalaise. Le président Macky Sall, aujourd'hui, il est beaucoup question de la réduction de la durée de son mandat. Alors, êtes-vous partisan du maintien de 7 ans ou bien de la réduction du mandat en cours? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Il m'a donné l'occasion de présenter mes vœux en ce début d'année aux Sénégalais. Donc à toutes les Sénégalaises et aux Sénégalais, une bonne et heureuse année, oui, ainsi que l'ensemble des personnes qui nous visitent dans ce pays. Vous me posez une question qui est importante, parce que je crois que le chef de l'État s'est engagé lors de l'élection présidentielle à réduire le mandat. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que cette réduction n'est pas opportune. Il a confié le dossier, je crois, à des sages, à des spécialistes, à des gens qui s'y connaissent, ce qui n'est pas mon cas en matière de constitution. Vous n'êtes pas spécialiste, mais quelle est votre position pour ou contre les 7 ans? Je pense que c'est compliqué de répondre aussi, de façon aussi manichéenne. Je pense qu'il faut à la fois tenir compte de la volonté du chef de l'État de tenir sa promesse, et ça, je suis pour cette démarche-là. Après, il y a un débat. Respect de la parole donnée. Voilà, le respect de la parole donnée, ça me paraît important lorsqu'on s'engage en période électorale, que le lendemain, on n'ait pas le sentiment que tout ça a été fait uniquement pour conforter un électorat dans sa volonté de démocratisation. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a cette question-là, mais à côté de ça, dans ses bons voeux au peuple sénégalais du 1er janvier, il nous a annoncé toute une série d'autres mesures. Oui, notamment les 15 réformes. Est-ce que vous êtes d'accord de façon globale sur les 15 réformes? Parce que quand on dit toutes ces questions-là, on s'aperçoit qu'il y a une volonté globale de démocratisation, de faire que le Parlement ait encore plus de poids, de faire que les gens qui vont indépendantes. Absolument, des gens qui sur le terrain ensuite, vont le statut de l'opposition et de son chef. Des candidatures, le fait qu'on puisse reconnaître une opposition, tout ça va dans un sens qui est de renforcer la démocratie locale et nationale. Et je pense qu'on ne peut être que heureux de voir au moment où tant d'hommes essaient de s'accrocher au pouvoir, tant d'hommes essaient de tripatouiller leur constitution pour rester au pouvoir, de voir que chez nous, on a un chef d'État qui, au contraire, pousse à plus de démocratie. Oui, justement, le président Macky Sall a réitéré son engagement de réduire son mandat devant l'Élysée, à l'Élysée même, j'allais dire. Oui, oui. Est-ce que, quelque part, ça ne le lie pas pour qu'il respecte cet engagement? Non, la seule chose qu'il dit le président, c'est ses électeurs sénégalais. La seule chose qu'il dit, c'est lui-même par rapport à la morale et à sa volonté qu'il a de faire avancer la démocratie. Oui, mais on connaît aussi l'implication de la France dans la politique sénégalaise. Mais vous voyez bien que les temps ont changé. Nous ne sommes plus au temps où, de Paris, on pouvait décider de faire la pluie et le beau temps dans les pays africains. Et on voit bien que de toutes les façons, si le président aujourd'hui n'était pas fondamentalement démocrate, il pourrait faire passer cette question-là. Là, ce qu'il en voudra après tout. Bon, parce que j'entends y compris des gens dans tous les partis dire, au contraire, tout ça, ça coûte cher, peut-être qu'on aimerait bien passer à autre chose. Ce qui est important, c'est que dans un pays, on débatte des réformes essentielles, telles que les a posées le chef de l'État, lui-même à sa conviction, nous a fait part. Maintenant, c'est à nous tous, Sénégalais, d'avancer vers cette capacité qui nous donne à réfléchir collectivement ensemble. Tournons la page Macky Sall pour ouvrir la page Lamine Diack. L'affaire Lamine Diack, quelle perception en avez-vous? Moi, ça m'attriste forcément parce que je suis une personnalité de la diaspora, que lui-même a représenté vraiment pendant très très longtemps le Sénégal. Après, honnêtement, je connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et comment elle est vécue, elle est perçue en France, cette affaire? Toujours beaucoup de tristesse. Par l'opinion française. Parce que d'abord, on sait aujourd'hui que le milieu du sport, il a deux visages. Il a à la fois un milieu où c'est beaucoup d'opacité. Ange ou démon, ange et démon, un peu. À côté, j'ai vu nos basketteuses merveilleuses, comment elles peuvent nous représenter dignement, nous donner vraiment du baume au cœur. Et à côté, il y a de l'opacité et des choses pas très claires. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il est inadmissible que des gens se permettent ou que ce soit permis de raconter que de l'argent a été distribué à des gens sans avoir vérifié tout cela. Je ne trouve pas ça dans le jeu démocratique. Il faut aussi savoir raison garder et surtout savoir faire la part des choses. Et je pense qu'on a accusé à tort des personnes d'avoir
perçus et en essayant de les salir, ça, c'est pas bien. En faisant une connexion avec l'argent des athlètes. Absolument, en faisant les amalgames, parce que derrière ça, c'est aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui sont engagés dans le sport à tous les niveaux, qui tous les jours essayent autour d'eux de faire avancer des choses à travers cette belle discipline, ces belles disciplines. Et il est dommage que soit entaché. Après, je crois que, comme dans toutes les affaires, la justice suit son cours. Je ne serai pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Il peut s'en sortir. J'aimerais, oui, que globalement, qu'il s'en sorte. Par rapport à ce qu'il a dit, qu'il puisse s'en sortir. Oui. Allons en France pour parler des attaques terroristes. La France a vécu cela le 13 novembre dernier. Oui, la question du terrorisme, est-ce que la France peut réellement faire face à cette question, cette équation? Je pense que ce qui est très important, et Macky Sall l'a rappelé, le président Macky Sall l'a rappelé lors du sommet sur la sécurité ici, c'est que sur ces questions-là, comme sur d'autres grands sujets, on en parlera tout à l'heure, notamment la défense de l'environnement, même si je ne fais pas d'amalgame du tout. La COP21, il est important aujourd'hui que ce soit des efforts collectifs et que plusieurs pays s'engagent dans les mêmes dynamiques. On s'aperçoit de quoi? Que c'est parmi les terroristes qui sont arrivés, certains sont arrivés, ont passé des frontières et ils n'étaient pas connectés avec d'autres réseaux antiterroristes de police européens. Donc la France peut s'en sortir, mais à condition qu'elle travaille étroitement avec l'ensemble des pays européens et au-delà avec l'ensemble une sorte de synergie entre pays européens, mais aussi pays africains. Personne n'est à l'abri de cela. Oui. Nous l'avons vécu il y a 2 ans ici même, à nos frontières au Mali. Certains, un peu plus haut en Algérie, pendant 10 ans, l'ont vécu. Et la France, c'est vrai, a souvent vécu en disant tout ça peut se passer aux États-Unis, partout, mais nous ne sommes pas la cible. Mais dès lors que nous nous engageons pour venir défendre notamment le Mali, avec lesquels nous avons des liens séculiers, eh bien, vous voyez bien que là aussi, on nous attaque aussi au nom du fait qu'on est engagé contre eux sur d'autres terrains. Donc on peut s'en sortir, mais il faut être lié. Et on peut s'en sortir surtout à condition de ne pas aller vers des fausses pistes, vers des faux fuyants. Très bien. Comme notamment nous sommes en train de le vivre à travers les questions de déchéance qui sont bien loin de ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre le déchéance de la nationalité. Absolument. Ou de nationalité. On en parlera tout à l'heure. Fodé Sila, vous êtes ancien député européen. Il faut le préciser à l'endroit de nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en cours. Alors, il y a 1 an, l'affaire Charlie Hebdo. 1 an après, quel sentiment vous habite toujours relativement à cette affaire, bien entendu? Tout à fait. D'abord, il faut savoir, et je le redis, parce que pour nous qui avons beaucoup lutté contre le racisme et pour les droits de l'homme et qui continuons d'ailleurs, il faut savoir que parmi les dessinateurs qui ont été tués, il y avait notamment Cabu qui a toujours été de notre côté et bien d'autres. Ces gens-là ont toujours été là pour nous accompagner dans nos manifestations, pour alerter la société française. Notamment, il avait dessiné un personnage qui s'appelait Mon Beauf, qu'on voyait souvent notamment dans le Canard enchaîné. Et ce personnage était la caricature du français intolérant, xénophobe, etc. Et donc, il caricaturait cette personne. Donc, en aucune façon, ces gens qui ont commis cela ne l'ont fait en notre nom, nous, musulmans, africains, tiers-mondistes. Et déjà, c'est la première chose. Je dis d'autant plus ça que certains de nos compatriotes peuvent être encore tentés, après les deuxièmes vagues d'attentats, à faire des amalgames entre musulmans et terroristes. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a absolument rien à voir. Il s'agit là de gens qui sont motivés par d'autres considérations financières, politiques, mais en aucune façon avec l'islam. Mais à la place du français, qui est chez lui dans un petit village et qui subit tout ça, il peut être tenté de croire au discours frontiste, par exemple, des Le Pen, qui ont tendance à faire ce genre d'amalgame facilement entre immigrés, délinquants, voire même aujourd'hui immigrés et terroristes. Donc le sentiment profond que j'ai, c'est que la France a été blessée au plus profond, que la France a réussi à faire quand même que malgré tout ça, il n'y ait pas trop de débordements. Même s'il faut rester vigilant, parce qu'il y a quand même quelques mosquées qui ont été attaquées. Et surtout, ça prouve aujourd'hui que la France n'est pas à l'abri, ce que je disais tout à l'heure, et que le même enseigne que l'ensemble des démocraties. Oui, on va aborder les autres questions rapidement. Absolument. La question des binationaux, alors la déchéance de nationalité. Cette question a été posée justement pour régler un autre problème, le terrorisme. Qu'est-ce que ça peut régler réellement? Est-ce que ça peut régler ça, à votre avis? Honnêtement, tout le monde voit bien que c'est de l'esbrouf. On n'a pas besoin de ça. Non, mais comment voulez-vous dire à quelqu'un qui est prêt à se faire exploser, je vais te retirer la nationalité, vous pensez que ça peut être dissuasif?
À aucun moment cela peut être un argument. Par contre, immédiatement, on met en place un mécanisme qui fait qu'il y aura des Français qui seront traités différemment. Or, il n'est pas possible dans notre droit du sol tel qu'il existe aujourd'hui, y compris dans ce mix avec le droit du sang, y compris depuis la Révolution française, il ne serait pas acceptable aujourd'hui qu'on ait sur un même territoire deux catégories de Français, voilà, ceux qui seraient des binationaux et d'autres. Et puis par ailleurs, je vais vous dire quelque chose, et on a vu le cas récemment, si la France dit je ne veux pas telle personne, je vais le déchoir de la nationalité, alors que cette personne est en France, vous pensez que si c'est un franco-algérien, un franco-malien, un franco-sénégalais, qu'est-ce qui va se passer dans nos pays? Nous aussi, on va dire qu'on n'en veut pas de ces jeunes-là. Donc, on va créer une masse d'apatrides. Non seulement on n'aura pas réglé le problème, mais à part créer des apatrides, je ne vois pas ce que ça ramène. Mais il y a derrière ça quelque chose qui, moi, me choque beaucoup plus. C'est le fait que c'est une vieille revendication de l'extrême droite. Oui, qui a été satisfaite. Voilà, qui a été satisfaite. Et ce n'est pas parce qu'un pays a un curseur qui se déplace vers la droite et l'extrême droite qu'il faut abandonner dans ce même sens. Parce que vous savez, comme on dit, il faut éviter de manger avec le diable parce que la cuillère ne sera jamais assez longue. Oui, avec cette question de binationaux ou d'échéance de nationalité, faut-il avoir des inquiétudes par rapport aux Sénégalais qui vivent en France? Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a quand même dans ce pays un vieux courant humaniste. Il y a quand même beaucoup de Français qui continuent l'action des droits de l'homme. Moi-même, j'ai eu la chance de faire SOS Racisme, mais j'ai pu le faire où? En France et pas ailleurs. Peut-être que dans d'autres endroits, ça aurait été plus difficile. Il y a eu même une période où la FIDH, c'était Sidiki Kaba, Amnesty International, c'était Pierre Salé, moi et ça. Je crois qu'à la fois, en tout ce qui concerne les Sénégalais, nous sommes implantés en France depuis longtemps. L'immense majorité sont des travailleurs. De plus en plus, ils s'occupent de leurs enfants. Ça me paraît essentiel. Eh bien, cette éducation, il faut le faire. Par contre, et on a eu l'occasion de le voir cette année, c'est très important, nous sommes allés rencontrer Hollande et Hulot pour préparer le sommet de conscience avant la COP21. Justement, vous allez le rencontrer demain soir à l'occasion d'un dîner auquel il vous a convié, à l'occasion, pour me répéter, des 20 ans après le décès du président Mitterrand. Qu'est-ce que vous allez lui dire sur cette question? Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Oui, demain soir, j'irai à l'Élysée parce que, d'abord, la figure de Mitterrand est importante. Précisément, c'est lui qui n'a pas hésité à faire des vagues de régularisation parce qu'il estimait que ça ne servait à rien d'avoir une masse de gens qui participent à l'économie, qui payent leurs impôts et qui participent à ce que cette société continue à faire que les valides payent pour les retraités sans les régulariser. Il ne faut pas oublier que c'est aussi lui qui abolit, par exemple, la peine de mort. Donc, je pense que c'est un homme qui profondément a créé des choses en profondeur et a toujours protégé les minorités, notamment a beaucoup aidé à la création des SOS. C'est pour cela, d'ailleurs, que parmi les amis et la famille, je serai demain à la table du président de la République française. Et vous direz quoi au président François Hollande que vous allez rencontrer? D'ailleurs, on se connaît depuis longtemps et je dirais que cette mesure, non seulement pour moi, n'apporte rien, mais en plus, je pense qu'il risque de créer deux catégories de Français. Très bien. Mais alors, ce que je vous disais juste, pour ne pas oublier ma pensée, c'est qu'au sommet des consciences, à Paris, nous sommes allés avec les représentants, M. Mbaké de Touba et puis Abdulaziz Junior de Tivavone. Je crois que le discours des Sénégalais sur l'islam est tellement pertinent dans un pays dans lequel on sait que les musulmans et les catholiques vivent ensemble, sont parfois enterrés ensemble dans les mêmes cimetières, qu'il y a eu un président Léopold Sédar Senghor, minorité sérère et minorité catholique qui a dirigé le Sénégal. Je pense que nous avons un islam à offrir au monde. Très bien. Voilà. Un islam à offrir au monde. Rapidement, concernant les deux frères Kouachi, déchus de leur nationalité, indésirables par l'Algérie. Bien vu. Ce scénario, comment vous... Ce scénario est simple. Il va se passer de façon permanente comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est-à-dire qu'à ça va être catastrophique pour les binationaux. Les autres diront, écoutez, pourquoi est-ce que nous le récupérons? Vous avez des enfants. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que c'est des jeunes Français. On peut faire ce qu'on veut. Toutes les mesures, ça reste des jeunes Français. Donc, si c'est les jeunes Français qui sont passés à l'attentat, ce n'est pas des gens venus de l'extérieur. Il faut les vivre comme tels et les traiter comme des Français. Le Front National monte en France. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie d'abord que c'est terrible. Parce que vous savez, ce mouvement, c'est la plus grosse usurpation à cheval entre le 20 et le 20e siècle. Il s'agit d'hommes et de femmes ultralibéraux qui, honnêtement, dans leur programme, n'épargneront personne. Au début, on peut penser que c'est une histoire face aux immigrés. Mais quand on regarde bien la mesure, elle est non seulement dangereuse,
pour l'ensemble des concitoyens. Ce sera terrible pour les femmes dans leur programme. On prévoit de les renvoyer rester à la maison. Ce sera terrible pour les jeunes parce que dans les villes qu'ils dirigent, on fait des coupes sombres dans tout ce qui est culturel. Et ce sera terrible du point de vue philosophique et de notre rapport au monde. Parce que imaginez si à travers le monde, d'autres commencent à dire vous traitez comme ça nos concitoyens, nous allons faire la même chose. Et ben, moi je suis fier d'être dans un pays comme le Sénégal, et malgré nos difficultés, jamais nous aurons à faire dresser nos populations contre d'autres populations. Et c'est ça le vrai modèle, et c'est ça que le Front National ne veut pas par ailleurs. C'est reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas une poignée de gens dépassés par l'histoire qui vont imposer au reste du monde leur vision. Oui, je comprends votre argumentaire, mais réponse cette fois-ci par oui ou par non. Est-ce que la montée du Front National signifie que les Français sont quelque part racistes, oui ou non? Non. Non. Alors, non, vous savez pourquoi? Oui. Parce que je pense que nous savons très bien aujourd'hui quand il y a un délitement social, quand il y a des déclassements, quand il y a des gens qui sont abandonnés, quand il y a une politique de ghettoisation, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valls, eh bien ça pousse les Français pauvres à se tromper de colère. Le Français qui est au chômage ne se retourne pas contre le pouvoir qu'il a mis au chômage, mais contre l'immigré dont il pense qu'il a pris son emploi, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, le Français n'est pas raciste, mais les conditions sont réunies pour faire que des représentants institutionnels, politiques du racisme puissent venir leur bourrer de mou. Deux petites questions. La COP21 qui s'est déroulée avec la position du président Macky Sall. Apparemment, vous êtes omnibulé, je ne dirais pas omnibulé, mais en tout cas séduit par la position du président. D'abord, moi, c'est une question que je connais très bien, Oui. parce que depuis 2009, j'ai rempli la mission auprès de Jean-Luc Borloo. À l'époque, c'était des gens, on parlait déjà de la Grande Muraille Verte. Oui. Non, mais c'est surtout que, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que Macky Sall est arrivé à la COP21 en tant que président de la CEDEAO. Macky Sall est arrivé en tant que président du NEPAD, qu'il a réussi à parler en 6e position et qu'il est apparu aujourd'hui comme un des hommes de la situation et que le principe du pollueur-payeur qu'il a posé, en partie, a été réussi. Donc, je dirais que le chef de l'État sénégalais aujourd'hui, à travers le monde, et quand je rajoute à ça le fait que nous sommes rentrés au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand je rajoute à ça le fait qu'un peu partout dans les conférences, notamment à Malte sur l'immigration, il a su tenir les bons mots et les bons propos, et ben aujourd'hui c'est un président protecteur, rassurant et qui nous représente fort bien à travers le monde. Dernière question, vraiment en 5 secondes, voire 10, si vous voulez. Alors, la question de l'emploi, vous y réfléchissez avec le ministre Amath Dansokho. Vous allez proposer du concret? Du concret, notamment il y a une boîte qui est spécialisée dans les appels téléphoniques. Nous sommes en train de travailler. Je pense que je vais être en mesure de pouvoir proposer quelques milliers d'emplois très très rapidement au Sénégal parce que quel que soit mon engagement auprès du président de la République et du PSE, si nous n'arrivons pas à un moment à faire que nous créons véritablement des emplois, il y aura beaucoup de frustration. Or, je pense que le PSE est un bel instrument. Il y a des fondations comme à Diamniadio, ils ne sont pas toujours visibles, c'est le principe des fondations, comme dirait mon ami Oumouane. Un jour, ils éclaireront et on verra à quel point le travail de fond a été fait. Mais pour les médias, nous devons être en capacité d'apporter un stage, une formation, un emploi aux jeunes Sénégalais. Je vais m'y employer. Mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, merci, Fodé Sila. Je rappelle que vous êtes ancien député européen. Vous êtes d'ailleurs le seul issu de l'immigration africaine. Merci. Ancien président de SOS Racisme. Vous êtes ambassadeur itinérant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Vraiment. À vous, Bouba. C'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez Mamadou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.